Cette semaine à l'émission, on découvre le Boeing. Et notre invité de la semaine, Ben Milo, s'envole avec les Skyhawks. Ben Milo est un champion de motocross qui adore se donner des défis et carbure à l'adrénaline. Ben a relevé ce défi à la base aérienne de Trenton, en Ontario. Le show Air à TVA Sport m'ont invité sur la base militaire de Trenton, en Ontario, avec les Skyhawks. C'est des parachutistes, c'est des professionnels. On va visiter la base militaire. J'ai bien hâte. Regardez ça. Pierre-Alexandre, on se trouve où présentement sur la base? On se trouve côté des opérations de 8 Wing. Donc, on est sur la rampe. On s'apprête à embarquer dans le Skyvan qui va t'amener faire ta première descente en parachute de la journée avec les Skyhawks. Fait que j'espère que t'es prêt. Take your hands and go out like this. Now we're in free fall. Look for the camera guy, smile and wave. When I clap your arms again, that means that we're about to open. So just bring your hands back, grab onto the webbing again. Pierre-Alexandre, Sabrina, c'est quoi l'histoire des Skyhawks? Ça a commencé en 1971. C'était comme une équipe un peu non officielle. C'est des personnes qui étaient passionnées par le parachutisme, passionnées voulaient devenir des entertainers. Ils ont commencé une équipe un peu amateur, tu sais. Puis là, ils sont allés dans des air shows. C'était des militaires qui faisaient partie de cette équipe-là. Ils ont fait un show à Abbotsford devant le chef d'état-major de la défense du temps. Trippé, il a trouvé que c'était génial. À partir de ce moment-là, ils ont reçu de l'équipement, puis l'équipe a commencé. Sabrina, j'imagine que le but des Skyhawks aussi, c'est de faire la promotion, je m'en allais dire du sport, oui, du sport, mais des Forces armées canadiennes. Exact. Dans le fond, on est la seule équipe des Forces armées canadiennes que c'est notre but premier, c'est de faire la promotion non seulement des forces, mais aussi la diversité de l'équipe. C'est ça qui fait qu'on est encore plus forts ensemble. Une chose qui m'a surpris aussi en arrivant sur la base militaire ici à Trenton, en Ontario, c'est le fait que vous avez beaucoup de représentants francophones dans votre équipe quand même. Au sein de l'équipe, c'est vrai. Puis aussi la communauté, par défaut, la communauté militaire, c'est une communauté qui est quand même qui a un haut taux de bilinguisme. Donc il y a beaucoup d'écoles francophones, il y a beaucoup de puis il y a la francophonie aussi de l'Ontario. Donc oui, il y a une bonne présence francophone à Trenton. Et pour toi, Sabrina, faire partie des Skyhawks, ça représente quoi de faire ces spectacles-là, de faire ce sport-là du parachute? Moi, c'était mon rêve de faire partie des Skyhawks. Oui, quand je suis rentrée dans l'armée, les riggers, qu'on appelle, qui sont les techniciens en système de largage aéroporté, qui est mon métier en ce moment, se sont présentés, ils ont dit, voici ce qu'on fait, on saute des avions, vous pouvez être posté avec les Skyhawks, avec les Search and Rescue, puis ça m'a... Déjà là, il m'avait eu. Fait que dans le fond, c'était assez facile de les rejoindre pour moi. Il y avait un test physique. Puis une fois que ça s'était fait, je suis rentrée avec les arrimeurs. Puis maintenant, je fais partie de l'équipe. Puis sérieusement, c'est un rêve. C'est encore plus beau que ce que je pensais. C'est génial de voir la foule, de voir les enfants courir après nous quand on finit. C'est le sentiment le plus Ben oui, c'est ça. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a le côté, évidemment, travail, puis les forces armées, puis c'est sérieux. Puis il y a aussi le travail, justement, spectacle. L'aspect spectacle, là-dedans, que vous venez marier avec les deux. Donc c'est un peu le meilleur des deux mondes pour vous. Puis moi, ça me rejoint un peu ce que vous faites, parce que c'est un peu ce que je fais, c'est du sport spectacle que je fais. Évidemment, il y a le côté performance, mais il y a le côté, on veut faire plaisir à une foule, on aime voir les gens, les applaudissements, ça fait partie de la job. Évidemment, les manœuvres que vous pouvez faire dans les airs, c'est complètement incroyable. Et j'imagine que ça prend quand même une espèce de team bonding vraiment important, d'être proche de ton coéquipier, parce que vous faites des manœuvres justement à 2 personnes ou 3 personnes. Donc j'imagine que la communication, puis le fait qu'il y ait justement quelque chose de spécial entre toi et tes coéquipiers est vraiment important, parce que c'est votre vie qui est en jeu, là, carrément. Oui, puis c'est pour ça que quand on finit, à la fin du camp d'entraînement, quand on commence à pratiquer nos routines de show, on décide
du line-up, si je veux. Puis on place les coéquipiers ensemble, puis le plus qu'on peut, on essaie de pas bouger ça. Sabrina, parle-moi donc des femmes au sein des Forces puis des Skyhawks. Vous êtes 2, je crois, dans l'équipe. Oui, exactement. Des Skyhawks. Parle-moi de ça. En fait, plus spécifiquement pour les Skyhawks, on a eu la première femme qui a rejoint, qui a fait la première saison dans les années 80. Ça, c'est vraiment une inspiration. Elle a passé... Elle a fait la grosse job, je veux dire, pour nous autres, pour nous donner la voie facile. Puis c'est vraiment gratifiant pour moi et Brie Abbott, qui est la 2e femme sur l'équipe, de faire partie de cette équipe-là, puis de pouvoir représenter les femmes, puis d'espérer que les jeunes filles puissent nous regarder, puis être inspirées à leur tour, puis venir faire partie de l'équipe. En terminant, Sabrina, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi un jeune devrait s'enrôler dans les Forces et dans les Skyhawks? Je lui dirais qu'en joignant les forces, il y a vraiment beaucoup d'opportunités qui s'offrent à lui. Il y a vraiment des expériences qu'il n'y aura pas ailleurs. C'est vraiment une famille, les forces. Et puis comme c'était, ça change. Puis vraiment, en plus, les Skyhawks, je leur dirais que pourquoi travailler quand tu peux t'amuser? Ah, j'adore ça. J'ai le goût moi-même. Je peux-tu commencer? Yeah, buddy! Right. Yes, sir! Yes! Puis, pour un autre? You're good? Yeah. Thank you, man. En quoi consiste la mission Artemis II? La réponse après la pause. L'ENA est la plus importante école technique en aéro au monde et c'est ici, au Québec. L'École nationale d'aérotechnique est à la recherche d'étudiants qui rêvent grand. Avec 6 hangars, 38 aéronefs et 35 laboratoires spécialisés, l'ENA est unique en son genre et vous ouvre tout un monde de possibilités. Derrière chaque avion et chaque hélicoptère, des spécialistes diplômés de l'ENA conçoivent, inspectent, vérifient les appareils pour assurer la sécurité de tous. Grâce à l'École nationale d'aérotechnique, l'avenir de l'aéro est à votre portée. Comparable un peu à l'émission Apollo 8, pour ceux qui connaissent bien l'histoire du programme spatial, où on est parti de la Terre pour se rendre jusqu'à la Lune, on ne s'est pas posé, on fait le tour et on revient. C'est une mission dans laquelle on va tester ce nouveau véhicule, la fusée SLS et la capsule Orion. Et il y a un Canadien à bord. Mon bon copain Jeremy Hansen. C'est la première fois que quelqu'un qui n'est pas américain va se rendre dans l'environnement de la Lune. C'est vraiment excitant. Pourquoi le Canada est dans Artemis II? Écoutez, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le Canada, maintenant, se tourne vers la Lune. Il va y avoir une station lunaire, une station orbitale autour de la Lune. Eh bien, il va y avoir un bras canadien, Canadarm 3, là-dessus. On regarde aussi si on pourrait contribuer des rovers sur la Lune, des véhicules pour les astronautes. Peut-être aussi, pourquoi pas, une serre pour faire de la nourriture, une clinique pour s'occuper de la santé des astronautes. Donc, le Canada, vraiment, se lance vers la Lune. Et en échange de ça, Artemis II, c'est une des missions qu'on va obtenir. C'est vraiment excitant pour tout le monde. Une grande raison de fierté. Ici à l'agence, évidemment, mais je pense pour tout le monde au pays. J'espère un jour pouvoir m'asseoir dans ma propre fusée. T'sais, on travaille pour ça au bout de la ligne, là, puis je pense que ça c'est vraiment une expérience incroyable. En fait, on se prépare pour faire le test d'assemblage de notre fusée Sikinic qui va lancer dans exactement 1 mois à la Spaceport America Cup. Le mois et demi avant qu'on quitte pour la compétition, on fait des tests d'assemblage presque à toutes les fins de semaine. Puis ça, c'est seulement pour pratiquer nos procédures, notre assemblage, valider que tout fonctionne correctement, tout s'emboîte bien, puis juste être plus prêt pour la compétition.
Ça a vraiment commencé par hasard. En fait, moi, au cégep, je savais pas du tout qu'est-ce que je voulais faire. J'aimais beaucoup les sciences, les mathématiques. Mon père était allé à l'ENA, donc j'ai fait je vais essayer l'ENA. Je suis allée en génie aérospatial. J'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment passé les 3 plus belles années de ma vie. Après le cégep, j'ai continué mon parcours à l'École de technologie supérieure en génie des opérations et de la logistique. Puis ça me permet de faire plus de la gestion parce que j'ai découvert que c'était plus ça que je voulais faire. Donc, dans le club, c'est exactement ce que je fais. Je suis capitaine, donc je m'assure que les membres se sentent bien. Je m'occupe de la pérennité du club. Je m'occupe des relations avec l'école. Puis je m'assure en fait que tous les départements techniques ont toutes les ressources nécessaires pour faire les innovations qu'on fait au quotidien. Donc, pour développer la fusée, dans le fond, il y a plusieurs étapes. On commence par la conception que nous, on fait plutôt à l'automne. Donc, la première session de l'automne à l'université, c'est là qu'on commence à faire la conception. On fait tous les dessins techniques. On dit, OK, c'est quel moteur qu'on aimerait acheter? C'est quelle altitude qu'on aimerait ça atteindre? Puis, avec ça, on va commencer, OK, on a besoin d'optimiser, par exemple, le nose cone d'une telle façon. On a besoin de trouver une façon de réduire notre poids de la fusée pour pouvoir atteindre une telle altitude. Pour optimiser les ailettes aussi, c'est tout optimisé individuellement, mais au bout de la ligne, ça doit tout se rassembler vers l'objectif commun qui est d'atteindre, pour notre fusée actuellement, pour atteindre 30 000 pieds. Ça existe depuis plusieurs années. Il y a beaucoup de gens qui lançaient des fusées, des petites fusées miniatures avec des moteurs peu puissants, mais qui font un bon petit show pareil, qui peuvent lancer ça à peu près n'importe où. Mais à partir du moment où on grossit les moteurs, là, il faut aller plus loin. Si on veut aller en altitude, si on veut aller en rapidité, là, il faut être plus précis. C'est le fun. J'aime ça l'entendre. Dans le fond, cette grande fusée-là, c'est un petit peu comme une coquille vide. Là, ça transporte mon parachute à l'intérieur qui est relié par des cordes, donc qui relie les différentes sections de la fusée. C'est propulsé avec un moteur solide qui est acheté commercial. Puis, l'éjection se fait aussi par le moteur. Donc, une fois que le moteur a brûlé, il y a un petit délai de quelques secondes, puis il y a une autre charge explosive qui vient éjecter par en haut, puis ça fait que le nez va se séparer de la fusée. On met les composants qu'on a besoin dans notre avionique. Donc, c'est vraiment personnalisable. Puis, c'est les étudiants qui décident qu'est-ce qu'ils mettent puis comment on fait pour pouvoir atteindre notre objectif. Dans le fond, souvent, comme information pour une fusée comme ça, qu'est-ce qu'on aime avoir, c'est vitesse, surtout altitude, c'est très important pour nous autres, accélération. Après ça, tu as des informations plus intéressantes comme des gyroscopes. Fait que tu peux voir l'orientation de la fusée pendant le vol. Sa position GPS, ça nous aide beaucoup à retrouver la fusée quand on a la position GPS aussi. Mon nom, c'est Justin Lagu. Je viens juste de graduer de l'ETS en génie logiciel. Mon rôle dans Rocket, c'est très simple. Je fais un projet spécial qui est une caméra qui va utiliser une intelligence artificielle pour filmer la fusée quand elle va monter dans le ciel. J'utilise un module qui s'appelle YOLO-VA, qui est un outil pour reconnaître des objets. Donc, je pourrais l'entraîner pour reconnaître n'importe quoi. Moi, j'ai choisi de reconnaître la fusée, puis n'importe quelle fusée d'ailleurs. Comme moi, je l'utilise pour faire mon produit, j'en ai absolument besoin. Donc, j'ai besoin de reconnaître où la fusée dans le cadre de l'image pour ensuite la tracker. Fait que j'utilise l'intelligence artificielle, puis c'est ça que je viens tester aujourd'hui, en fait. On est vraiment dépendant des conditions météorologiques, mais c'est vraiment les logiciels de simulation qui nous permettent de valider qu'on va pouvoir atteindre 30 000 pieds. C'est sûr qu'on rentre les conditions standards. On va regarder sur Internet c'est quoi à peu près la température qu'il fait au Nouveau-Mexique dans les périodes où on y va. Puis on va évaluer avec tout ça. Il y a un facteur de risque. Le matin même avant le lancement, on refait les simulations, on réajuste les matchs de calibration pour être sûr de vraiment atteindre notre objectif. C'est un projet très précis jusqu'à la dernière minute. On n'a pas une minute d'inattention qu'on peut avoir. Là. On est en train d'assembler un moteur solide de fusée. Là, en ce moment, ça, c'est un moteur de pratique. Il n'y a pas de propellant, il n'y a pas de combustible, rien. C'est juste une procédure de pratique. On fait ça plusieurs fois avant la compétition. À la compétition, on reçoit le moteur puis on est déjà prêt à l'assembler. La différence entre Artemis et ma fusée, il n'y en a pas vraiment. Non. En fait, elle est juste vraiment plus grosse, Artemis. Puis j'ai hâte de voir le futur parce que je me dis, on est le futur de l'aérospatiale au Québec. Donc, c'est nous les experts. Fait que c'est pour ça que ça me donne énormément d'espoir pour le futur parce que je me dis, c'est nous qui allons faire ça. Aviateur Québec, la plus grande association francophone de pilotes des Amériques depuis 40 ans. Que vous soyez pilote, mécanicien, répartiteur ou simple amoureux des airs, Aviateur Québec vous invite. Aviateur Québec regroupe et représente les passionnés d'aviation, promouvoit la sécurité aérienne, informe ses membres des changements à la réglementation et défend le droit de voler.
Vous pilotez un avion, un hélico, un ultraléger, un planeur, une montgolfière ou un drone. Aviateur Québec, c'est pour vous. Nous sommes allés à la rencontre de Christian Moreau de chez Chrono Aviation à Saint-Hubert pour découvrir le fameux Boeing. Un avion emblématique, s'il en est un, et connu de la majorité des voyageurs qui se rendent dans le sud l'hiver. Par contre, cette fois, la destination qui attendait l'équipe de tournage était Iqaluit et Mary River. Chrono Aviation se rend plusieurs fois par semaine dans le nord du Québec pour aller chercher du personnel dans divers lieux de travail éloignés. Découvrons le Boeing 737-200 avec lui. On est dans l'espèce de salon VIP, le lounge VIP, pour les passagers qui viennent de l'international ou quoi que ce soit avec leur jet privé. On est au hangar luxe, dans le fond, qui est une division, en fait, là, de Chrono Aviation aussi. Ça a commencé en 2000. J'ai décidé, en fait, de faire un pilote d'un jour. J'étais à l'université, j'étais en météorologie. Puis, j'aimais un petit peu moins les mathématiques, j'adorais la météo, mais je me suis dit, y a-t-il quelque chose qui peut recouper météo, quoi que ce soit? Puis, depuis que j'étais jeune, j'avais cette espèce de passion-là, toujours les yeux levés à regarder les avions. Alors, mettre les mains sur les commandes d'un Boeing la première fois, c'est un feeling extraordinaire. On a comme l'impression d'accomplissement. Ma carrière a commencé, ça faisait comme au moins 13-14 ans. La première fois que j'ai pris les contrôles d'un Boeing, pour vrai, le feeling est extraordinaire, la puissance qu'on a. Tout de suite, on sait, là, c'est parti, puis bon, on a notre vitesse là, comme d'annulation du décollage ou pas, là, si on continue. Là, à cette vitesse-là, une fois qu'elle est passée, là, on sait, bon, ben, on est parti. Normalement, notre journée standard de 737-200, ça va être un départ d'ici de Saint-Hubert avec le 737. On va monter jusqu'à Iqaluit pour arrêter, prendre l'essence. Puis de Iqaluit, on va continuer notre route jusqu'à une mine à Mary River, qui est sur la terre de Baffin. Ça, c'est une journée standard. Quand on arrive là-bas, si on est en vol de jour, des fois, on a assez de temps de service qui va nous permettre de revenir à Montréal. Mais du moment qu'on part un peu plus tard dans la journée, à cause du rythme circadien puis de la fatigue du pilote, de nuit, c'est sûr, on ne peut pas faire l'aller-retour au complet. Le Boeing 737, c'est vraiment un tracteur comme avion. C'est les derniers modèles de cette génération-là qu'on vole ici au Canada, surtout. L'avionique, c'est tout analogue avec des aiguilles, tout ce qu'il y avait dans le temps. C'est sûr, on a rajouté un petit peu d'avionique ou d'instruments, des GPS, pour être capable d'encore naviguer aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de technologie qui a été retirée de la circulation. Quand on décolle d'ici de Saint-Hubert, surtout l'été, là, on est toujours pas mal au maximum de notre poids là, permissible. C'est toujours différent, même si on fait les mêmes vols. À chaque fois, c'est un challenge. À chaque fois, c'est différent. On va avoir de la météo qui va changer. La route va être un petit peu différente. On peut avoir un avion très pesant, un avion très léger une journée. C'est vraiment... Toutes les fois où on arrive, on vérifie la météo, nos choses, puis on se dit comme « Ah, aujourd'hui, ça va être une journée un petit peu plus facile. D'autres journées, ça va être vraiment difficile. » Donc là, ce qu'on voit ici, c'est la route qu'on devait suivre, c'est la route en bleu. La route officiellement qu'on a suivie, c'est la route en vert. Là, au début, on s'est fait donner direct notre destination, donc on volait quand même pas mal vers Iqaluit en ligne droite, mais on a dévié à cause de certains orages qu'il y avait dans le coin de Coudjouac. Donc, on peut voir qu'on a quand même une bonne distance entre notre route qui était prévue au départ et l'endroit où on se trouve présentement. Une fois que l'autopilote est engagé, ça va être du scan. C'est le pilote volant, c'est celui qui normalement devrait piloter. C'est lui qui va faire le scan des instruments puis qui va, dans le fond, gérer ce qui se passe. Ça, c'est notre débit d'essence qu'on consomme présentement. C'est quand même assez intéressant. Donc, on brûle 3150 livres à l'heure par moteur présentement. Donc, au total, on brûle 6300 livres à l'heure de fuel en vol. Le pilote non-volant, celui qui a été élu qui allait être non-volant, lui, il peut faire des papiers, il peut faire, après planification de vol, appeler le dispatch par radio, il va s'occuper plus des choses-là, mais c'est sûr qu'en background, il y a quand même toujours un œil aussi sur les instruments. 10 007, fait qu'on a besoin de 2100 kg dans le centre. 2100.
On a besoin de... Comme là, pour l'aller, c'est Christian qui a décollé, qui a volé puis qui a atterri. Tandis que là, on inverse les rôles. Le prochain leg, c'est moi qui décolle, qui vole l'avion, qui gère la descente, la montée, puis qui atterrit à la mine. Puis Christian va s'occuper des coms puis des radios puis des checklists. Quand on arrive à Saint-Hubert, on va demander une autorisation pour aller direct à un point GPS. Puis à partir de ce point-là, on va voler l'approche aux instruments. Ce point-là, il se trouve souvent, c'est soit à l'est ou à l'ouest de l'aéroport. On va commencer notre approche de ce point-là. C'est un point de cheminement. On va en passer 2 ou 3 jusqu'à ce qu'on arrive au seuil de piste puis qu'on puisse faire l'atterrissage. Il y a Boeing, par exemple, au moins, c'est ça qui nous sauve, qu'on a une procédure qui recommande. Dans l'avion, on a notre altitude qui est appelée à partir de 50 pieds. On va entendre 50, 40, 20, 10. 50, 40, 30, 20, 10. Les atterrissages, ils peuvent être quand même assez durs. Puis même dans les conditions où on va des fois, de la météo, des fois, c'est même surprenant à quel point que ça peut prendre un bon impact sans qu'il y ait aucun dommage. Chez Chrono, on est comme une famille, puis c'est ce qui fait que, justement, moi, je veux rester ici. On a l'impression, quand on reçoit notre manifeste de vol, puis on dit « Ah, demain, je vole avec tel pilote ou tel pilote », à chaque fois, c'est comme « Oh, ça fait 3-4 semaines que je ne l'ai pas vu, lui, puis on est content de voler ensemble. » À chaque jour, chaque fois que je pars en vol, c'est comme « Wow, mon bureau, ma vue, c'est imbattable. » Puis quand les journées où je me dis « Ouais, tu sais, je me sens moins un petit peu, je me dis « Bah, c'est du travail quand même. » Ces journées-là, je me dis, mais est-ce que je ferais quelque chose d'autre? Puis la réponse est toujours non. Je serais pas capable de faire autre chose que ça. C'est vraiment ce qui fait que j'ai envie de venir travailler. C'est la passion pour l'aviation. Merci d'avoir été des nôtres et on se voit la semaine prochaine avec d'autres découvertes aéronautiques.